Aujourd'hui est un grand jour. Nous avons enfin du matériel et des équipements miniers sur place en Alaska. Et nous allons voir si nous pouvons trouver de l'or. À seulement 28 ans, Parker Schnabel s'est lancé à nouveau dans l'exploitation aurifère, risquant $0 pour un nouveau site en Alaska. 180, 214,65. Pas mal. Un groupe creuse profondément dans un sol inexploré, tandis que l'autre cherche de l'or rapide pour survivre. Malgré des machines en panne et du matériel emprunté. Il continue. Parker a-t-il fermé sa mine d'Alaska après avoir découvert trop d'or? Découvrez avec nous leurs efforts intenses pour décrocher le jackpot. Ils ont misé gros sous le ciel nordique. Parker Schnabel a pris sa retraite à 28 ans, un âge où la plupart des gens débutent tout juste leur carrière. Il y a 12 ans, à Seas Ons, Parker a repris la concession de son grand-père John en Alaska, la transformant en l'une des plus grandes exploitations aurifères du Klondike. Aujourd'hui, il mise à nouveau sur la fortune en investissant $0 dans une nouvelle concession en Alaska. Est-ce une décision judicieuse ou joue-t-il simplement avec sa fortune? L'enjeu est de taille. L'équipe de Parker est répartie sur 2 sites du claim. La première équipe creuse 9 mètres de terre vierge dans l'espoir de trouver de l'or à haute teneur, tandis que la seconde se lance dans une course contre la montre, cherchant à trouver rapidement une trouvaille pour maintenir l'entreprise à flot. Il s'agit d'une course effrénée pour extraire de la valeur du sol, qui s'apparente davantage à une ruée vers l'or effréné qu'à une stratégie commerciale mesurée. Pour couronner le tout, Parker est contraint de louer une station de lavage, celle qu'il avait commandée n'étant pas prête. Son contremaître, Mark, a déjà vu des équipements loués tomber en panne, ce qui donne l'impression d'une solution de fortune plutôt que d'un plan bien pensé. Le cauchemar logistique de la mise en place de l'installation ne fait qu'aggraver le risque. Ils peinent à installer un convoyeur à résidus de 6 mètres, Parker dirigeant les opérations avec des commandes précises. Leur objectif est que l'usine traite 150 mètres de terre par heure, un objectif ambitieux compte tenu de leur configuration aléatoire. À mesure que la saison avance, Parker organise le premier Grand Pesée d'or afin de remonter le moral et d'évaluer leur progrès. Ils découvrent 430 grammes d'or, soit un peu moins que leur objectif de 14 onces qui aurait valu plus de $23. Malgré un manque de peu, l'équipe se réjouit. Le travail acharné semble porter ses fruits, mais la rentabilité et la pérennité de leur exploitation restent incertaines. Malgré ce travail acharné, Parker s'efforce de maintenir le moral en promouvant les membres de l'équipe et en leur offrant $12 en or. Un geste généreux qui contribue également à motiver l'équipe. Les journées interminables et le fonctionnement incessant de l'usine de lavage et de l'écluse illustrent avec force la quête incessante typique de l'extraction de l'or. Il s'agit moins de la joie de la découverte que de la dure réalité de l'extraction de chaque once de valeur du sol. Le récit de l'exploitation de Parker, semé d'embûches techniques, de paris financiers et d'épuisement physique, remet en question la vision romantique de l'exploitation aurifère. Chaque décision de persévérer, chaque nouvel investissement et chaque adaptation à des défis inattendus révèlent un cycle d'efforts acharnés aux rendements incertains. Oh, brute. Ouais, vraiment grossier. J'aime ça. Le leadership de Parker est constamment mis à l'épreuve, alors qu'il doit composer avec des pannes d'équipement, des défis opérationnels et la pression constante pour produire des résultats rentables. La réalité de l'exploitation aurifère moderne, à travers l'expérience de Parker, témoigne d'un mélange d'espoir, d'ambition et de volonté sans faille. Dans un contexte naturel et économique impitoyable, la dépendance de l'exploitation à des paris risqués et l'afflux constant de capitaux, dans des projets exigeants mettant en évidence l'équilibre précaire entre pertes et gains. À travers l'histoire de Parker, nous découvrons non seulement le potentiel de récompense considérable, mais aussi le lourd tribut que de telles entreprises peuvent coûter à ceux qui osent poursuivre l'éclat de l'or. Ils installèrent rapidement la boîte à rosée, qui déversa rapidement une grande quantité de matière dans l'écluse de la piste d'atterrissage de Parker Schnabel. Mais la situation ne resta pas calme longtemps. Mitch et Tyson durent arrêter Big Red à plusieurs reprises après qu'Evan eut remarqué des rochers dans le passage de l'écluse. Mitch décida de vérifier lui-même la situation et dit à l'équipe de tournage qu'ils avaient un gros problème, un écran déchiré. Des pierres de cette taille qui traversaient l'écran signifiaient une déchirure importante qui pouvait sérieusement perturber leurs opérations. Les roches pénétrant dans le système créaient des zones où l'or ne pouvait être capturé.
Mitch expliqua qu'il devait les extraire manuellement et remplacer le filtre. À mesure que les difficultés s'atténuent, de nouvelles difficultés surgissent, mettant à l'épreuve la détermination de l'équipe. Des pannes mécaniques aux triomphes en or. Mitch souligna que les matériaux qu'il traitait étaient tranchants et rugueux, comme en témoignaient les débris laissés derrière. Les écrans étaient à l'origine assez fragiles. Et après avoir été constamment bombardés de matériaux agressifs, ils s'usaient inévitablement et devaient être remplacés. Ils ont donc retiré l'ancien tamis et en ont installé un nouveau, le fixant ainsi pour séparer à nouveau les roches les plus grosses des débris plus fins et précieux. Lorsque le tamis était endommagé, des roches plus grosses pouvaient également passer à travers, interrompant ainsi l'écoulement de l'eau pendant la saison de lavage et empêchant l'or d'être efficacement capté et emporté. Mitch a souligné qu'il se retrouvait avec un tamis défectueux. Malgré les difficultés rencontrées pour remettre Big Red en service, l'équipe gardait espoir que les problèmes précédents étaient résolus. Maintenant que Big Red était de nouveau opérationnel, ils étaient tous prêts à se remettre au travail. Evan fut salué par tous pour son œil perçant et son sens de l'observation des rochers. Son attention a permis d'éviter une accumulation qui aurait pu perturber le processus d'extraction de l'or. Mitch ressentait un profond sens des responsabilités dans la gestion de l'usine et appréciait la confiance que son équipe lui témoignait. Ce fut un moment important dans sa carrière. Après ce qui leur a semblé une éternité, ils ont enfin réussi à remettre Big Red en état de marche. L'équipage était soulagé et reconnaissant que son travail acharné n'ait pas été vain. Il ne restait plus qu'à entretenir la machine et à la maintenir en bon état de marche. C'était aussi l'anniversaire de Mitch, et une énorme surprise l'attendait. Un cendrier entièrement en or, un cadeau de Parker et de l'équipe. Si c'est un signe avant-coureur, alors nous sommes au bon endroit. Le cendrier, estimé à 12,0 $ et pesant 6,95 grammes, a stupéfié Mitch. Il était bouleversé, à peine capable de croire qu'un cadeau aussi extravagant lui était destiné. Sous les rires de l'équipage, Parker a plaisanté en disant que d'autres pourraient recevoir un tel cadeau dans les 30 à 40 prochaines années. Alors que l'équipage célébrait l'anniversaire de Mitch et la réussite de la réparation de Big Red, ils attendaient avec impatience la première récolte d'or provenant de la piste creusée. Le timing semblait parfait. Ils observèrent l'indice de la balance grimper de façon impressionnante jusqu'à 51,6, évaluant la découverte à 90,0 $. Ils ont réalisé le potentiel de Big Red. Si elle pouvait continuer à fonctionner ainsi pendant une semaine, elle pourrait rapporter un demi-million de dollars. Pendant ce temps, une autre station de lavage, Lucifer, fonctionnait également bien sans trop de bruit ni de surveillance étroite. Le précédent nettoyage avait rapporté 210 onces d'or. Alors que l'équipe se rassemblait pour vérifier la dernière récolte, elle fut ravie de voir les chiffres grimper à 360,05 onces, soit une valeur de près de 6 cents $. L'enthousiasme était contagieux. Si Big Red parvenait à égaler la production de Lucifer, les gains financiers seraient considérables. Mais au-delà de l'activité trépidante de l'extraction d'or et des cadeaux généreux, on peut se demander ce que Parker fait de son temps libre. Au départ, Parker Schnabel n'était qu'un mineur parmi d'autres travaillant pour son grand-père John à la mine de Big Nugget. Il n'était pas censé être le personnage principal. Mais après le retrait de son grand-père dans la saison 2, la série s'est concentrée sur Parker, le propulsant vers une fortune considérable, avec une fortune estimée à 10 millions de dollars en 2020. Lorsque quelqu'un sur Reddit a spéculé sur la fortune de Parker, Parker lui-même s'est joint à la discussion. Il a commenté avec réflexion ce qu'aurait pu être sa vie s'il n'avait jamais participé à la série. Cette réflexion a mis en lumière la façon dont cette célébrité soudaine a transformé sa vie. On peut se demander quel chemin différent aurait pu suivre si l'émission de télévision n'avait pas atterri à Haynes. Ce coup du sort a éloigné Parker Schnabel d'une formation plus traditionnelle en génie minier à l'Université d'Alaska Fairbanks pour le propulser sous les projecteurs d'une émission de télé-réalité sur l'exploitation aurifère. Ce spectacle lui a valu à la fois la célébrité et une intense implication, ce qui a profondément marqué sa vie. La machine réparée et les célébrations en vue, l'équipe revient sur son parcours. Le prix réel des rêves d'exploitation minière, le spectacle, tout en offrant opportunités et reconnaissance publique, exige aussi un prix élevé. Parker lui-même a admis dans l'émission que son intense passion pour l'exploitation minière avait mené à la fin de sa relation avec son ex-petite amie, Ashley Yulee. Cette révélation brutale met en lumière les compromis qu'implique une carrière aussi prenante.
Malgré ses sacrifices personnels, Parker parvient à s'accorder du temps libre. Il aime se rendre à Londres pour assister au montage de son émission, passer du temps avec son équipe de tournage et s'adonner à des activités décontractées comme voyager, jouer dans la neige et passer du temps avec son chien. Financièrement, les choix de Parker reflètent un naturel surprenant. Au lieu de voitures tape à l'œil ou de maisons luxueuses, il préfère réinvestir ses gains dans son entreprise minière, en achetant des outils pratiques comme de nouveaux bulldozers. Ses habitudes de consommation révèlent un homme qui garde les pieds sur terre, concentré sur son art plutôt que sur les avantages de la richesse. Son grand-père, John Schnabel, mérite également d'être mentionné. John, qui a participé à la série télévisée La ruée vers l'or, a mené une vie aventureuse qui a débuté au Kansas et l'a conduit en Alaska en quête d'un nouveau départ. Son parcours comprend la fuite en tant que contrebandier, le service militaire pendant la Seconde Guerre mondiale et la fondation d'une famille avec 5 enfants. Nous avons passé les 5 dernières années à chercher un projet ambitieux et nous venons d'en trouver un. Je devrais être ravi. L'exploitation minière est devenue sa seconde carrière plus tard, après une opération chirurgicale majeure, témoignant de sa résilience et de sa détermination à rester actif. Son passage dans l'émission a permis aux téléspectateurs d'entrevoir sa détermination et son dévouement, des qualités qu'il a transmises à Parker. Parmi ses aventures, on compte l'achat d'une scierie, des batailles juridiques pour des droits fonciers et la gestion des difficultés liées à la gestion d'une multitude d'héritiers pour obtenir des biens. Ces récits de lutte et de persévérance soulignent la vie riche, quoique difficile, qu'il a menée, façonnant l'héritage que Parker allait hériter. Dans la série, le parcours de Parker ne se limite pas à la recherche d'or, mais abordait également les défis plus vastes que représente le maintien de relations, la gestion d'une entreprise prospère et des choix personnels difficiles. L'attrait de l'or et les dures réalités de l'industrie minière sont contrebalancés par des moments de réflexion personnelle et des échanges avec ses proches. L'histoire de Parker s'inscrit ainsi dans la continuité moderne de celle de son grand-père, empreinte à la fois des joies et des difficultés de la vie dans l'industrie aurifère. La série télévisée capture des moments de succès spectaculaires et d'intenses révélations personnelles, offrant aux téléspectateurs un aperçu d'un monde unique où la quête de l'or donne souvent lieu à des découvertes et des changements personnels inattendus. Malgré tout, Parker demeure une figure incarnant à la fois l'héritage de son grand-père et les complexités de la célébrité moderne. Sa vie, telle que dépeinte dans la série, illustre un parcours jalonné de succès importants et de sacrifices considérables, reflétant la lutte humaine constante pour concilier désirs personnels et ambitions professionnelles. En 1966, Carl Bjornstad décida de vendre une ancienne scierie, autrefois essentielle à la coupe du bois à la mine Porcupine, à environ 56 km à l'ouest de Haines. Cette scierie avait connu des jours meilleurs, et pour y accéder, il fallait traverser la difficile rivière Claheny. Un voyage exigeant. Budge McCrae, un contremaître routier dévoué, a apporté une aide précieuse pour le transport, en apportant une remorque surbaissée et un tracteur pour transporter l'équipement de l'usine jusqu'à Jones Point. Ce projet a duré tout l'été, exigeant un travail acharné et constant sous le soleil estival. Mais à l'automne, l'usine était de nouveau opérationnelle, produisant un impressionnant 10 pieds planches de bois d'œuvre par jour. À la même époque, John Schnabel, alors âgé de 68 ans et récemment conseillé par ses médecins de rester actif après une opération cardiaque, a quitté le mine d'or Nugget à Porcupine Creek, en Alaska. Pour John, il ne s'agissait pas seulement d'une entreprise commerciale, mais d'une activité vitale pour préserver sa santé et lui permettre de passer du temps de qualité avec sa famille. La réussite minière reposait sur des liens familiaux plus étroits et des stratégies commerciales plus solides. L'influence stratégique de Payson Schnabel. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, les projets d'héritage de John pour la mine ne favorisaient pas uniquement son célèbre petit-fils, Parker. Il incluait également son petit-fils aîné, Payson Schnabel, un détail souvent négligé par le public et les médias. Payson Schnabel n'est pas un simple personnage secondaire dans l'ombre de son frère Parker, né en 1996 à Haines, en Alaska. Il a grandi dans un environnement où les conversations étaient souvent animées par l'exploitation minière familiale. Après avoir terminé ses études secondaires à Haines, il a quitté l'Alaska pour étudier à l'Université de l'Arizona du Nord, où il a obtenu un double diplôme en gestion de la construction et en administration des affaires. De retour au pays avec une solide formation,
Payson a mis ses nouvelles connaissances au service de l'entreprise de construction de son père, rationalisant les opérations pour accroître la productivité. En 2016, il a assumé un rôle important d'ingénieur de projet, démontrant une grande capacité à gérer et à améliorer les activités familiales. Outre son activité d'ingénieur, il a également commencé à investir dans l'immobilier pour le compte de la Grand Nugget, développant ainsi stratégiquement le patrimoine familial. Tandis que son frère Parker devenait le visage familier de la famille à la télévision, Payson préférait rester dans l'ombre, se concentrant sur les aspects stratégiques de l'entreprise. Cette différence de rôle convenait parfaitement aux deux frères. Parker appréciait la lumière, tandis que Payson appréciait les défis et les récompenses liées à la gestion des opérations familiales à l'abri des regards. Les rares apparitions de Payson dans l'émission show Gold Rush ont débuté en 2012. Et même s'il n'y est apparu qu'occasionnellement jusqu'en 2016, chacune d'elles a mis en lumière sa présence solide et fiable au sein de la famille et de l'entreprise. Nous approchons vraiment de la fin du voyage. Il y a certainement beaucoup de choses à méditer pour moi. Sa dernière apparition eut lieu lors d'un épisode spécial en hommage à leur grand-père, marquant un moment marquant dans l'histoire de la série. L'histoire des frères Schnabel est celle d'une ambition et d'un pragmatisme mêlés à la quête de l'or. Leur histoire est aussi simple que complexe, jalonnée du dur labeur de l'exploitation minière et de la gestion d'équipements lourds, comme la station de lavage qu'ils surnommaient Lucifer. Le déménagement de cette machine imposante était crucial. Il fallait la démonter, la déplacer et la remonter, en veillant à ce que tout fonctionne parfaitement pour éviter des retards coûteux. Ce récit se déroule sur fond de défis personnels et professionnels, illustrant non seulement la quête de richesses matérielles, mais aussi la quête d'épanouissement personnel et de réussite professionnelle sur les terres impitoyables de l'Alaska. Les opérations quotidiennes, les décisions stratégiques et la dynamique familiale brossent le portrait, saisissant d'une famille profondément ancrée dans le monde de l'orpaillage, portée par un héritage aussi riche que les gisements qu'elle exploite. Sous la chaleur accablante du Panama, l'équipe est confrontée à une tâche ardue. Installer l'immense usine de lavage baptisée Lucifer sur son site. Le processus, plein de dangers et de sueur, se transforme rapidement en une scène chaotique. Tyson, qui en haut de la plateforme, lance des mots d'encouragement. Ces ordres simples contrastent fortement avec l'effort complexe et intense qui se déroule en contrebas. Tandis que l'équipe s'efforce de mettre en place l'immense station de lavage, la tension montait. L'atmosphère se charge de la menace d'une catastrophe alors que la centrale est sur le point de s'effondrer. Ce danger imminent met en évidence le poids considérable de la centrale. Même la puissante grue de 750 tonnes peine à soulever et à faire pivoter l'imposante structure de 90 degrés. Malgré l'anxiété et le travail physique intense, l'équipage persévère, à force de détermination et d'effort. Ils parviennent enfin à installer Lucifer. Le platform, qui abrite désormais l'immense station de lavage, témoigne de leur dur labeur. Cependant, le soulagement est de courte durée. Pas le temps de se réjouir, car le prochain défi se profile. Connecter l'empileur ultra-long de 36 mètres qui alimente l'usine en terre. Une étape cruciale vers leur objectif ultime, trouver de l'or. Au Panama, des défis intenses mettent à l'épreuve les limites et le dévouement de l'équipe, qui lutte dans les profondeurs du pays. Après avoir installé l'empileur, la première pelletée de terre du canal de Panama se déroule avec une atmosphère de cérémonie. L'équipage recule, le visage mêlé de fatigue et d'attente, tandis que la machine se met en marche. Le vacarme assourdissant de l'empileur emplit l'air, rappel brutal de la lutte entre l'activité humaine et la nature. L'équipe de Parker avait déjà réussi à extraire 6,0 onces d'or, mais elle est encore loin de son objectif ambitieux de 8,300 onces. Cette nouvelle tentative, alimentée par des ressources provenant de 3 zones minières différentes, les laisse en suspens. Ils attendent, pleins d'espoir, mais conscients de la dure réalité de leur situation, de voir si leurs efforts aboutiront à la découverte d'or. Le lot continue, chaque instant chargé de la lourde prise de conscience que la réussite dans l'extraction de l'or dépend autant de la persévérance et d'une planification rigoureuse que de la chance. Dans le rude environnement panaméen, ces deux qualités semblent rares. Le récit se déroule lentement, chaque pas en avant étant un mélange d'espoir, de frustration et d'exigence inflexible. Tandis que les machines tournent et que l'équipage peine, la quête de l'or devient non seulement un défi physique, mais aussi une épreuve de détermination et de courage. Le voyage est long, et chaque once d'or gagnée est une victoire durement gagnée contre la terre impitoyable.
Le jour était venu pour Parker et son équipage de récolter les fruits de leur labeur d'une saison. Après une année difficile, marquée par la conduite de la machine géante qu'ils surnommaient Lucifer sur un terrain accidenté, tout le monde était à bout de nerfs. Leur dernière tentative de remboursement leur avait rapporté la somme respectable de 590 $, plaçant la barre très haut pour leurs attentes actuelles. Nous sommes allés faire tourner Big Red. Elle pivote juste à l'arrière. Ah, c'est tellement il s'enfonce, rassemblés autour de la balance. L'équipage observe, le souffle coupé. Ce moment est bien plus qu'une simple pesée d'or. Il s'agissait de mesurer la valeur de chaque goutte de sueur et de chaque longue journée endurée. L'affichage numérique s'arrêta enfin à 159 grammes. Le soulagement de l'équipage était palpable, mais mêlé d'appréhension. Ce butin était estimé à la somme impressionnante de 270 $, mais des doutes subsistaient. Était-ce suffisant pour qualifier leur saison de réussite? Leurs gains totaux s'élevaient désormais à 678 $. C'était une somme importante, certes, mais le coût pour y parvenir était tout aussi élevé. L'équipage ne pouvait s'empêcher de se demander si la quête incessante de l'or justifiait les efforts et les sacrifices considérables consentis. Le poids de l'or étant confirmé, l'équipage prit un moment pour réfléchir à son voyage. Chaque défi rencontré, des pannes mécaniques à l'épuisement personnel, concernait ce métal scintillant qui promettait tant, mais exigeait toujours plus en retour. L'enjeu considérable de leur pari au canal de Panama les menaçait constamment, les poussant à leurs limites. En comptabilisant leurs gains, ils se rendirent compte de la réalité de leur situation. Ils avaient obtenu un gain substantiel, mais à quel prix? Le travail acharné, les journées incessantes, la pression constante de se passer leur dernière performance. Tout cela en valait-il la peine? Ils se regardèrent, conscients du prix qu'ils avaient payé, se demandant si la quête de l'or était vraiment une question d'argent ou une volonté inébranlable de vaincre les obstacles. Alors que la saison touchait à sa fin, ces questions pesaient lourd dans l'air. L'épuisement de leurs efforts constants éclipsait la joie de leurs gains financiers. Parker savait que les décisions prises maintenant détermineraient le cap des saisons à venir. Était-il temps de redoubler d'efforts, de poursuivre ses paris ambitieux ou de reconsidérer ce qui constituait le succès? La quête incessante de l'or valait-elle le prix à payer? Partagez vos impressions. Aimez, commentez et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu stimulant.